Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de la presse quotidienne régionale de Public Sénat et de Sud Radio. Aujourd'hui, notre invité, c'est Georges-Paul Langevin. Bonjour Madame la Ministre. Pour vous interroger ce matin à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour à vous deux. Bonjour. Georges-Paul Langevin, dans quelques heures au Sénat, à partir de 11h d'ailleurs, vous serez aux côtés de François Hollande pour commémorer l'abolition de l'esclavage. On pouvait imaginer que cette question faisait consensus dans le monde politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cécile Duflot qui demande une commission pour examiner la question des réparations liées à ce même esclavage ? C'est très intéressant que Cécile Duflot intervienne sur ce sujet parce que jusqu'ici, on n'avait pas énormément entendu. Mais je crois que la commémoration du 10 mai que nous célébrons depuis maintenant beaucoup d'années a d'une part pour objectif de réintégrer cette mémoire de l'esclavage dans la mémoire commune des Français, de saluer les victimes qui, durant des années, ont souffert de cette affaire et surtout de rappeler aussi que notre pays, il y a eu des gens de bonne volonté qui se sont élevés contre ce phénomène. Nous allons par exemple dans la semaine rendre hommage à Lamartine, qui a été non seulement un grand poète, mais qui a été aussi engagé dans la défense des droits de l'homme. Et par conséquent, il s'agit de faire en sorte que chacun se sente comptable, se sente concerné par cette histoire. Il ne s'agit pas pour nous, en tout cas pour le gouvernement auquel j'appartiens et pour les associations auxquelles j'ai appartenu, de faire le procès de tel ou tel. Il s'agit simplement de dire que ça a existé, que ça fait partie de notre passé commun et qu'à partir de cela, nous devons interroger en quelque sorte ce qui en reste dans notre société, c'est-à-dire les préjugés, les discriminations, les difficultés que rencontrent les uns et les autres. Mais moi, je pense que nous avons intérêt à assumer cette histoire, non pour nous diviser, mais pour pouvoir essayer de bâtir un avenir commun. Donc quand certains demandent réparation, ils se trompent, à votre avis? Ça veut dire qu'au fond, vous pensez qu'il y a un relatif consensus dans la société, il y a ce jour de la commémoration, hein, c'est donc aujourd'hui. Vous pensez que ça suffit? Et que ceux qui revendiquent encore quelque chose, ils se trompent? Est-ce que leur demande vous paraît recevable? Alors, il y a deux points qu'il faut noter. D'une part, moi, je me réfère à certains grands esprits qui ont marqué les Outre-mer comme Aimé Césaire, qui, comme Fanon d'ailleurs, ont exclu cette question de réparation. Si vous prenez l'histoire des Antilles, les Antilles, c'est un creuset, la Réunion c'est pareil, c'est un creuset, c'est un métissage. Ce qui signifie que ma main droite va réparer ma main gauche, puisque nous sommes héritiers, tous, nous sommes héritiers de toute cette histoire, nous sommes héritiers des victimes, mais nous sommes aussi héritiers des autres, et par conséquent, il faut que nous bâtissions un avenir commun à partir de cette affaire. Mais je crois que si on se dit qui va réparer qui, ce sera très difficile à l'intérieur des Antilles ou de la Réunion de trouver quelqu'un qui n'est pas descendant de l'un ou de l'autre. On change complètement de sujet, l'affaire de Nivaupin, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça. Il dit qu'il va démissionner donc de son poste, ou il a démissionné de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça suffit à vos yeux? Doit-il démissionner de son poste, de son mandat de député? Alors, Denis Vaupin est quelqu'un que je connais depuis longtemps, hein, puisqu'il a été longtemps député du 20e. Je crois que pour lui, comme pour n'importe quelle autre personne qui est mise en cause par des accusations, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que les gens portent plainte, il faut qu'on aille au fond des choses. En attendant, la présomption d'innocence existe et par conséquent, il me semble que c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Mais personnellement, je pense que dans ce genre de problème, il faut être attentif à ce que les choses soient dites clairement devant un juge et que ça ne soit pas simplement de la polémique politique. Au-delà de l'affaire Baupin, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'omerta par rapport à ces questions dans le monde politique? Est-ce que ce qu'on voit là, c'est-à-dire une parole qui se libère, une parole de femme qui se libère, est-ce que pour vous c'est une première et il faut aller plus loin? Moi j'ai toujours été très engagée sur tous les sujets qui concernent les femmes et l'émancipation des femmes. Très franchement, il me semble que le monde politique est peut-être un peu macho, mais il l'est comme une grande partie de la société. Et l'avantage que nous avions, par exemple, moi en tant qu'élu à l'Assemblée nationale, c'est que si vous avez un collègue qui est lourd ou insistant, en tant qu'élu, on ne lui doit rien. Nous devons faire attention à une chose dans les assemblées élues, c'est la situation des collaboratrices.
Parce que là, indiscutablement... Pour vous, il y a un sujet sur les collaboratrices d'hommes politiques. Mais moi, je suis surprise. Je me dis, personnellement, si je suis député au même niveau qu'un autre homme, je ne vois pas pourquoi il y aurait quelque chose... Enfin, je n'ai pas de révérence à avoir à son endroit. S'il est mal poli ou s'il est insistant, je le renvoie dans ses cordes, c'est tout, quoi. Mais par exemple, par rapport à la une de Libération qu'on voit sur cet écran, les 500 signataires qui appellent à lever l'omerta du harcèlement, surtout donc en politique, ça veut dire que c'est nécessaire d'en parler autant. Je pense qu'il faut bien en parler. Il faut lutter contre les harcèlements de toute nature. Il faut lutter contre les harcèlements dans l'entreprise. Mais Madame la Ministre... Mais je n'ai pas... Enfin, j'ai peut-être été élue un peu tard, mais franchement, je n'ai pas eu le sentiment, en ce qui nous concerne, les femmes élues, que nous soyons davantage harcelés qu'on peut l'être dans une entreprise ou ailleurs. Et surtout, encore une fois, quand on est une femme élue, on ne doit rien à ses camarades élus. Donc... Véronique Jacquier. Ce matin, dans le monde politique, notamment chez les Verts, on entend beaucoup. Tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Est-ce que pour vous, il y a une responsabilité des anciens dirigeants des Verts, c'est-à-dire une certaine complaisance par rapport à ce qu'aurait fait Denis Baupin? Je suis toujours extrêmement atterrée de voir dire que tout le monde savait et qu'on n'a rien dit. On dit ça même quand il s'agit d'affaires pour des enfants. Or, beaucoup de gens doivent se dire que s'ils connaissent un acte répréhensible, surtout sur des personnes vulnérables, il leur appartient de saisir la justice dans des délais raisonnables et pas d'attendre la prescription pour dire je savais. Ben, si tout le monde savait... Vous avez tout de même le sentiment qu'il aurait été protégé par son parti et éventuellement par sa compagne, Emmanuelle Causse? Qui connaissait Emmanuelle Causse il y a 5 ans? Elle était dirigeante Alors Emmanuelle Causse a déclaré sur France Info il y a quelques minutes, Gilles Leclerc, que tout ça devait se régler devant la justice. Bien sûr, il faut que la justice... pas connaissance des faits. Et pas devant les médias, a-t-elle précisé. Oui, il faut que, à mon avis, dans des histoires comme celle-là, moi, elle a également dit qu'elle avait confiance en son conjoint. C'est important que vous le sachiez. Moi, j'ai eu l'occasion de plaider à diverses reprises ce type d'affaires. Et très franchement, il faut vraiment aller précisément dans le détail des choses pour comprendre ce qui s'est passé et pour savoir qui est responsable de quoi. Parce que très souvent, même après avoir plaidé une affaire, on sort en se disant, mais au fond, est-ce que je sais vraiment ce qui est arrivé? Donc, ce sont des sujets sur lesquels il faut être très attentif, il ne faut rien laisser passer, mais en même temps, il faut être prudent, parce que souvent, ça concerne, d'une part, il y a les questions d'intimité des gens qu'il faut respecter, et par ailleurs, il faut qu'on ne fasse pas de ce type de sujet des arguments politiques. Le fait que ça arrive maintenant est quand même un peu surprenant. Véronique Jacquier. La loi travail, les débats s'éternisent à l'Assemblée, pas de vote jusqu'à nouvel ordre, pas de vote possible sur les amendements demandant la suppression de l'article 1. Ça veut dire quoi? Que François Hollande va permettre à Manuel Valls de dégainer l'article 49.3? J'espère que nous trouverons une solution entre le gouvernement et sa majorité, puisque c'est quand même un débat qui est important. Je conçois que c'est une évolution qui peut déplaire à un certain nombre de nos amis députés, mais en même temps, je suis étonnée de voir que, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, où il y a un certain nombre de gens qui ne rentrent jamais sur le marché du travail. Vous avez des jeunes qui sont exclus durablement du marché du travail. Nous avons des jeunes qui, depuis de nombreuses années, partent pour un premier emploi en Angleterre. Il y a combien de jeunes Français en Angleterre, notamment des Français de la diversité? Je suis étonnée de voir qu'on n'essaye pas de changer un certain nombre de choses pour faire en sorte que davantage de monde puisse être dans le marché du travail, alors que là, pour l'instant, j'ai l'impression que parfois, on protège beaucoup ceux qui sont inclus, et ceux qui sont exclus, eh bien, on ne s'en préoccupe pas. Je crois que nous avons vraiment à réfléchir et à essayer de voir si nous ne pouvons pas trouver des solutions nous permettant peut-être d'accepter une forme de flexibilité, mais permettant à davantage de gens de travailler. Et Madame Georges Paul-Langevin, vous avez été députée socialiste, vous connaissez beaucoup de vos collègues à l'Assemblée. Comment vous expliquez quand même cette attitude? Vous parlez du fond et vous avez sans doute raison. Est-ce qu'il y aurait d'autres arrière-pensées éventuellement de la part d'un certain nombre de députés socialistes? C'est ce qu'on entend un petit peu. Je crois que ce sont des sujets qui, pour beaucoup d'entre nous, sont en quelque sorte des marqueurs identitaires. Et la liaison avec les syndicats, la défense du Code du travail. Moi-même, quand j'étais au barreau, j'ai fait beaucoup de prud'hommes. Par conséquent, j'apprécie ce que peut se faire au prud'homme et je comprends l'importance pour nous tous
d'avoir un droit du travail qui défende les salariés. Mais lorsque on est dans une situation comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais la chance de devenir salariés, parce qu'ils passent de petit boulot en petit boulot, y compris lorsqu'ils sont à Bac+5, je crois qu'on doit se dire qu'on doit essayer de trouver autre chose pour permettre à ces personnes, soit les plus jeunes, soit les plus âgées... Ça veut dire faire passer le texte en l'état avec le 49.3. Bon, je crois que nous avons intérêt à essayer de trouver des moyens d'avancer en harmonie. Si on ne le trouve pas, effectivement, il y a tous les moyens qui sont prévus dans la Constitution pour permettre au gouvernement de faire passer un texte. Et à ce moment-là, effectivement, pourquoi pas. Georges Pau-Langevin, François Hollande dit « ça va mieux ». Quand on regarde la situation et les chiffres, notamment du chômage en Outre-mer, ça n'a pas l'air du tout d'aller mieux. Alors là, vous vous trompez. Parce que, justement, s'il y a un endroit où ça va mieux, c'est quand même dans les Outre-mer. Alors, je vous concède que nous sommes partis de niveau stratosphérique. Et que, par conséquent, aujourd'hui, il est tout à fait important que ce cancer, qui est quand même la plaie dans les Outre-mer, puisse se résorber. Mais justement, nous sommes sur des régions où, quoi qu'on en dise, le chômage a beaucoup diminué, notamment le chômage des jeunes. Puisque, encore une fois, Mayotte, par exemple, pose problème, il y a beaucoup de... Alors, Mayotte, c'est autre chose, si vous voulez. À Mayotte, nous sommes sur un marché du travail qui se structure. Il y a 50 ans ou 30 ans à Mayotte, les gens, ils construisaient leur maison, ils pêchaient du poisson, ils faisaient leur champ. On n'était pas dans une économie totalement monétaire. Là, nous sommes avec le rattrapage. On a expliqué qu'il fallait faire des bilans de compétences, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela, trouver du travail. Donc, le marché du travail est en train de se structurer. Mais nous sommes vraiment sur des personnes qui ont toujours eu une activité, mais qui n'étaient pas rentrées dans le salariat. Ce qui explique les difficultés que nous avons aujourd'hui, les émeutes que nous avons eues, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent à la retraite et qui se rendent compte qu'ils vont rien avoir. Alors que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de cotisation avant. Donc on a à faire beaucoup de rattrapage. Réelle pour Mayotte avec la métropole. Alors, à ce propos, François Hollande prévoit un geste pour les 2 millions d'électeurs ultramarins. Il a annoncé, il y a une dizaine de jours, quand il a annoncé par ailleurs une baisse d'impôts pour les personnes les plus modestes l'an prochain, il a annoncé une loi égalité réelle outre-mer. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est vrai que l'égalité a toujours été une sorte de fil conducteur dans les demandes des ultramarins et aujourd'hui dans la politique qu'on essaie de mener. Si vous prenez l'histoire, et notamment si on se réfère à l'esclavage, il y a d'abord eu des luttes considérables pour avoir la liberté déjà, et pour exister en tant que citoyen politique. Ensuite, il y a eu une lutte qui a été dure, longue, pour arriver à avoir une égalité de droits sociaux. Et ce n'est que récemment que ça a pu arriver à son terme. Et ce n'est pas totalement fini. Il y a encore un certain nombre de droits sociaux qui ne sont pas acquis dans les Outre-mer. Et maintenant, le désir de beaucoup d'ultramarins, c'est d'arriver à une sorte d'égalité économique, une égalité réelle. Et donc ça signifie bien que si on a besoin d'une loi, c'est qu'il n'y a pas encore... ça ne va pas aussi bien que vous semblez le dire. Non, mais on n'y est pas encore. Mais c'est vrai aussi que c'est un très long chemin. Mais et je pense que nous savons depuis... Ça pourrait aller mieux. Nous savons depuis des générations que, si vous voulez... Se battre pour l'égalité, c'est jamais acquis. Il faut toujours aller un peu plus loin et continuer à se battre. Économiquement, ça peut se traduire comment ? Parce que par exemple, à Mayotte, ça se traduit pour la fin de l'année un CMU Mayotte. Donc là, l'outre-mer, à la fin de l'année, les annonces de François Hollande, ça pourrait porter sur quoi ? Alors pour Mayotte, il est clair que nous partons de beaucoup plus loin. Mayotte est arrivée dans l'ensemble français en 1841, alors que les autres territoires sont français depuis le XVIIe siècle. Et par ailleurs, Mayotte est resté un territoire un peu à la marge longtemps. Il n'y a pas très longtemps que la démarche d'égalité a commencé à Mayotte. Donc pour Mayotte, je me dis que comme pour les autres, nous sommes en chemin. Le chemin n'est pas forcément facile, mais il y a encore à faire des progrès. Et moi, je ne doute pas que même si c'est plus difficile pour Mayotte, parce que justement, on part de plus loin, je ne doute pas qu'on va progresser comme on a progressé dans les autres outre-mer. On est déjà en période préélectorale ou sinon électorale. Vous ne craignez pas qu'on dise, voilà, c'est encore un cadeau, cette fois en automne, c'est-à-dire un cadeau électoral. Vous ne craignez pas qu'on vous puissiez entendre ce discours-là? Non, il me semble que vraiment la politique que j'essaie d'impulser au ministère des Outre-mer depuis plusieurs années est mue par cette idée d'arriver à l'égalité. Et s'agissant de Mayotte, je rappelle que je ne suis pas vraiment inquiète pour la continuité d'une politique d'égalité, puisque quels que soient les gouvernements successifs, même si ils ont eu à chaque fois des interrogations sur la possibilité d'arriver à l'égalité à Mayotte, tous les gouvernements de droite comme de gauche ont tenté d'aller dans le même sens. Puisqu'on parle d'élection, vous souhaitez que François Hollande soit à nouveau candidat ?
Oui, personnellement, oui. Je considère que ce que nous faisons avec François Hollande depuis 4 ans a été une politique qui était conforme aux valeurs que nous avions défendues dans la campagne de 2012 et par conséquent que nous avons progressé sur la voie que nous avions tracée et par conséquent, effectivement, je pense qu'il n'a pas du tout à rougir de son bilan. Voilà, une déclaration qui ne va pas l'aider. Vous êtes ancienne députée de Paris, vous êtes considérée comme proche d'Anne Hidalgo. Elle a dit à propos d'Emmanuel Macron qui commémorait, vous le savez, Jeanne d'Arc ce week-end, je cite, « J'en ai rien à foutre ». Est-ce que ça vous a choqué d'abord qu'elle s'exprime comme ça, en tant que maire de Paris? Ça peut poser problème. Et puis en même temps, c'est des propos sur le ministre de l'économie qui vont poser problème et qui pourraient être utiles lui-même, ministre de l'économie dans la campagne de François Hollande. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre... J'en ai rien à battre. On n'a pas l'habitude d'entendre Anne Hidalgo s'exprimer de la sorte. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement un message pour François Hollande ou pour nous. J'ai l'impression que c'est plutôt l'espèce d'emballement médiatique autour d'Emmanuel Macron. Mais il peut être utile à la campagne de François Hollande, Emmanuel Macron. Bien sûr. Mais si vous voulez, tout le monde, dès qu'on arrive à quelque part, on vous dit Emmanuel Macron a fait, Emmanuel Macron a dit. Donc peut-être que c'est un petit peu très populaire. Bon, en même temps, la réponse. Je sais pas, mais c'est peut-être cet enthousiasme journalistique autour d'Emmanuel Macron qui nous amuse un peu, quoi. Bon, en même temps, vous pouvez pas cautionner le j'en ai rien à battre qui est particulièrement inélégant. Moi, je ne m'exprime pas comme ça, mais bon, peut-être que justement, elle est un peu excédée, qu'on lui parle beaucoup de Macron. Voilà, on pourra suivre la journée de commémoration de l'esclavage sur Public Sénat à partir de 11h en direct. Merci Georges Paul Angevin d'avoir été notre invité ce matin dans cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais également de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille François-Xavier Guilherme, ça tombe bien, de France-Antilles, Guadeloupe. Bonjour. Et Guyane. Et Martinique. Et Martinique. Et Guillaume Doyen de la Gazette des Communes. Bonjour Guillaume. Bonjour. On démarre avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je disais dans un instant qu'à 11h sur Public Sénat, les commémorations seront diffusées en direct. On pourrait imaginer que cette question, François-Xavier Guilherme, elle faisait consensus depuis longtemps. Est-ce que c'est le cas en Outre-mer ? D'abord, c'est une date importante, c'est une date nationale et pas une date que hexagonale. Mais c'est pas assez important en Outre-mer, mais ce sera important plus tard. Ce sera important le 27 mai en Guadeloupe, le 22 mai en Martinique, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à La Réunion, ce qui sont les dates commémoratives là-bas de l'abolition de l'esclavage. Oui, parce que ces dates existent depuis 1983. Cette date du 10 mai, c'est sous Chirac qu'on a fait ça pour avoir une date nationale pour que les Français de France s'intéressent à leur histoire coloniale. Est-ce qu'il faut passer aux réparations, comme le demande Cécile Duflot, qui propose une commission pour examiner la question des réparations? Les réparations, c'est un vaste débat là-bas, il y a beaucoup de gens pour, beaucoup de gens contre. Et le problème, c'est que, vu ceux qui sont contre disent que ça a tendance à ghettoiser, communautariser davantage les ultramarins en les rejetant dans un débat qui culpabilise les Français, alors que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le monde politique a un consensus là-dessus, Guillaume Doyen? Non, là je vois que Mme Duflot revient sur le sujet pour se faire un peu parler d'elle. Ça revient sur le tapis en métropole assez régulièrement. On sait très bien que ça n'aboutira pas pour les raisons que vient d'exprimer mon confrère, parce que c'est à la fois aussi un élément clivant et également c'est pas un élément fédérateur, si vous voulez. Ça pourrait bien au contraire en métropole faire ressentir du rejet pour cette période-là et au lieu qu'il y ait, je dirais, de la compassion et de l'intérêt pour sa propre histoire. Il ne faut pas s'imaginer que la totalité des métropolitains ait bénéficié de quelque manière que ce soit de cette traite abominable. Et un certain nombre qui sont en situation difficile ne comprendraient pas qu'on en vienne aux réparations. Il y a bien d'autres façons que de faire entrer dans notre histoire l'histoire de la totalité des Français. On passe au deuxième thème de l'actualité ce matin. Je ne sais pas si on peut l'appeler l'affaire Baupin d'ailleurs. Pas encore, certainement pas. Oui, oui, je crois qu'on peut l'appeler 500 signatures appellent à lever l'omerta des responsables, des militants, des élus, qui dénoncent au fond l'impunité des harceleurs. Alors est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un avant-après Strauss-Kahn là-dedans, Guillaume Doyen Manifestement, non. Il n'y a pas eu d'avant, il n'y a pas eu d'après. Et on disait pourtant, il y a un avant et un après Strauss-Kahn à l'époque de l'affaire DSK. Maintenant, on redit, il y a un avant et un après Baupin, à l'époque de l'affaire Baupin. Je ne crois pas.
Je crois que d'une manière régulière, des scandales vont éclater, mais que cela va se faire plutôt sur le long terme. C'est ça qui est intéressant. C'est la répétition d'affaires sur quand même un tempo relativement court à l'échelle de ce qu'est notre vie politique. Georges Paul Langevin, qui était notre invité ce matin, la ministre des Outre-mer, a dit être attentive à la présomption d'innocence sur Denis Baupin. Et je rappelle que les déclarations d'Emmanuel Cos sur France Info, c'était des déclarations pour défendre son compagnon et dire que ça devait se traiter devant la justice et non pas dans les médias. Et je rappelle qu'il n'est pas candidat à la présidentielle, donc ça va faire moins de bruit que DSK, en principe. Pourquoi tout d'un coup ça a pris ce tour-là, François-Xavier Guilherme? Ça, je me donne pourquoi nous, la presse, nous emparons d'un coup ça, parce que c'est pas le seul, il y en a eu avant. Je me souviens celui qui avait des chaussures là, qui était fétichiste des pieds, l'ancien ministre Tron. On en a parlé déjà à l'époque. Bon, est-ce qu'on a fait tout un bin? C'est un petit peu. Voilà. On a levé les tabous sur ces questions-là? Dans la presse, en tout cas, quoi qu'on en dise, il y en a encore, puisqu'un certain nombre de journalistes révèlent après coup le comportement qu'ont un certain nombre d'hommes politiques à leur égard. Mais il y a toujours un temps de décalage. Il faut que quelqu'un commence à parler ou qu'il y ait un catalyseur qui permette qu'on parle. C'est ce qui s'est aussi produit dans cette affaire dite Baupin. Voilà, rappelons, elle a bien raison, Madame Paul Langevin, hein, pour l'instant on en est à l'innocence totale de cet homme-là. Georges Paul Langevin, dans notre matinale d'info tout à l'heure, la ministre des Outre-mer a laissé entendre que tout ça c'était au fond très surprenant que ça intervienne maintenant. Pourquoi maintenant? Je vous disais la question, il n'est pas candidat à la présidentielle, donc je vois pas pourquoi on sort ça maintenant. Il y a un enjeu politique là-dessous? Écoutez, franchement, les Verts, la puissance politique des Verts me semble pas démesurée, hein, je dis ça sans ironie, celle de Baupin encore moins, donc moi je crois qu'une enquête a été menée, ou c'est peut-être un coup interne, je ne sais pas. Il y en a tout le temps, il suffit de lire tous les mercredis le Canard enchaîné, on voit qu'ils règlent leur compte sans arrêt, donc c'est pas étonnant. Non, en fait, au-delà, je pense qu'il faut plutôt se dire qu'il y a des faits qui sont peut-être avéré, qu'il y a quand même 8 témoins sérieux et une enquête tout à fait solide là-dessus. Parlons de ça, plutôt que de se dire il y a un complot visant M. Baupin. Enfin, il y a tout de même une pétition qui a été embrayée tout de suite dans l'IB aujourd'hui, etc. Il y a une espèce de climat quand même autour de ça que vous ne pouvez pas négliger. Il y a toujours un usage de ce genre d'affaires, un usage politique de ce genre d'affaires. Mais que l'affaire sorte, c'est le fruit d'un long travail fait par des journalistes qui sont quand même allés chercher les témoins, les victimes présumées, les unes après les autres. On passe à la loi travail. Manuel Valls reçoit les frondeurs ce matin. Il essaie de trouver une majorité pour faire adopter la loi El Khomri et de ne pas passer par le 49.3. C'est possible ça ou pas, François-Xavier Guilherme? Je sais pas, la suppléante de Mme Paul Langevin est une frondeuse, justement, il faudrait lui demander à elle. Elle se voit tout à l'heure à 17h pour fêter l'abolition dans le 20e, justement. Guillaume Doyen? Écoutez, on est au début d'examen de la loi, on n'en est pas encore à l'article 2 qui sera le plus dur, et déjà ça coince, l'examen des amendements est suspendu. Mme Khomri est dans une posture complexe, et on verra ce qu'accepteront les frondeurs comme compromis sur l'aspect le plus difficile de cette loi. François-Xavier Guilherme, le Brésil a une procédure de destitution de Dilma Rousseff qui reprend après la demande d'annulation de cette même destitution par le président par intérim du Congrès des députés. On est à quelques semaines des JO. Où va le Brésil? Est-ce qu'il y a des conséquences sur la frontière qu'on a avec le Brésil en Guyane, vous qui connaissez bien? C'est notre plus grand voisin français, c'est le plus grand voisin de la France, le Brésil, avec la frontière sur le Oyapock. Nous sommes demain, je crois, au Sénat va être discuté le traité de ratification d'accords commerciaux pour le pont de l'Oyapock qui a été construit, qui est super, mais qui n'est toujours pas inauguré. Parce qu'en face, nous avons l'État de l'Amapá, qui donc c'est un État. Le Brésil donc est un des État. ralentissements dans les processus de décision? Non, c'est déjà très long de toute façon. Non, le Brésil est un État fédéral, il y a l'État de l'Amapá à côté, et on traite avec l'Amapá directement, et le Brésil, ça n'est rien en relation que nous avons avec ce voisin. La Gazette, la une, Guillaume Doyen, une santé sur des déserts médicaux. Oui, il est possible de lutter contre les déserts médicaux. Ça n'a absolument rien d'évident, et on propose de nouvelles pistes pour faire revenir des médecins, des kinés, des infirmières, etc. Un vrai problème de société. C'est possible. C'est un problème de société, oui. Alors ça ne concerne pas que des régions rurales à l'abandon. François-Xavier Guilherme, la une de France Antilles.
C'est le Memorial Act. Et c'est une guadeloupéenne. C'est le Memorial Act en Guadeloupe, effectivement. C'est le bâtiment qui accueille le musée de la mémoire de l'esclavage. Pour nos amis de la radio, une photo superbe de nuit de ce bâtiment. C'est un bâtiment d'un architecte guadeloupéen qui a été inauguré l'an dernier par François Hollande. Merci François-Xavier Guilherme de France Antilles. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des Communes d'avoir été sur ce plateau ce matin. Je rappelle les diffusion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage démarre à 10h30 sur Public Sénat. Voilà, merci à tous et on se retrouve demain pour une matinale d'infos. Bonne journée, 10h30 sur Public Sénat, les commémorations de l'esclavage depuis le Sénat. Au revoir à tous, à demain.